Bonjour à tous et bienvenue dans le Carnet Noir. Aujourd'hui, nous terminons notre rétrospective sur l'affaire Grégory. Pour rappel, au dernier épisode, l'affaire repartait à zéro, dans les mains de l'éminent juge Simon, qui a acquis la certitude que Christine Villemain, la mère de Grégory qui, pendant des années, a été victime de l'acharnement des médias, qui l'a dénoncée comme meurtrière de son fils, niait en rien dans sa disparition, contrairement à ce que l'affirmait également le SRPJ de Nancy. Mais cela veut-il dire que le juge n'a plus aucune piste, aucun suspect dans l'assassinat de cet enfant de 4 ans, arraché à ses parents le 16 octobre 1984 pour être jeté dans la Vologne ? Rien n'est moins sûr, comme vous allez le découvrir dans cet ultime épisode consacré au plus grand fait divers de notre pays, l'affaire du petit Grégory, intitulé « Le malheur des juges ». Je n'ai pas le droit de vous le dire, c'est le secret d'instruction. C'est lui. Je le souhaite vivement. Je dois quelque chose à quelqu'un. Après plus de 2 ans d'enquête et quelques centaines de pages dans son dossier, le juge Maurice Simon décide d'accorder exclusivement de son temps, jusque-là consacré à la traque de l'assassin du petit Grégory, à la télévision. C'est un fait assez rare pour le souligner car, contrairement au juge Lambert, précédemment en charge de l'affaire, il n'est pas du genre à se pavaner devant les médias. Mais il décide cependant de lui-même de se rendre sur un plateau de télévision où il est interrogé par Paul Lefebvre le 10 septembre 1989. S'il reste évasif dès les premières secondes de l'interview, on comprend que le juge Simon semble connaître l'identité du meurtrier de l'enfant. Ça fait maintenant un certain nombre d'années que vous êtes plongé sur ce dossier. Est-ce que vous connaissez le meurtrier? Là, je peux pas voir. Est-ce qu'il est possible de connaître le meurtrier? C'est mon rôle. Plus encore, il émet pour la première fois l'hypothèse qu'il n'y a non pas un, mais plusieurs responsables dans la disparition du petit Grégory. Et tout ça, ça débouche sur un mobile et un personnage. Un mobile, un ou des personnages. Pourquoi des personnages? Il peut y avoir plusieurs. C'est une possibilité. Ah. Avec le court laps de temps qui sépare les différents moments clés du crime, le juge Simon va développer une théorie globale, dans laquelle il y aurait, comme j'ai déjà dit, non pas un, mais plusieurs coupables. Comme il l'a mis en exergue plus tôt dans l'affaire, pour lui, le corps de l'enfant a été émergé bien plus tard dans l'eau qu'on le pensait initialement, ce qui permet de penser qu'effectivement, il y aurait au moins un kidnappeur à proprement parler, et un tueur. D'une certaine manière, on peut mettre en relation le témoignage initial de Muriel Boll fait aux gendarmes, dans lequel elle affirmait que Bernard Laroche avait emmené l'enfant hors de sa voiture, puis serait revenu quelques instants plus tard, seul. Dans la thèse où Bernard serait effectivement responsable, on peut très bien imaginer qu'il aurait kidnappé Grégory avant de passer le relais, si je puis dire, à un autre complice. Et je ne dis pas ça pour rien, car, dans un second entretien accordé à un journaliste, Pradier pour Le Nouveau Détective, le juge Simon confirme la place qu'aurait occupée Bernard Laroche dans l'enlèvement de Grégory. Il évoque également les parents de Jean-Marie Villemain, Albert et Monique, pour leur implication implicite dans cette affaire, sous-entendant qu'ils sont au courant de quelque chose. Ce que le juge ignore alors, c'est qu'il s'est fait piéger par le journaliste qui l'a enregistré en cachette et qui va divulguer le contenu de l'interview à la France entière. Bien entendu, il fait l'objet d'une plainte de la part des avocats de Bernard Laroche, qui demandent son dessaisissement de l'affaire pour violation du secret d'instruction. À cet instant, le juge Simon sent qu'il est foutu. Pourtant le dénouement est proche, il le sait. Il tient le nom des assassins dans le creux de sa main. Il sait qu'il a les clés de l'énigme. Seulement, le 28 janvier 1990, le juge Simon est victime d'un infarctus, qui le plonge dans le coma. Fort heureusement, il ne lui est pas fatal et il parvient à s'en sortir. Mais c'est sans compter l'amnésie qui frappe sa mémoire au moment de son réveil, alors qu'il était au dénouement de l'enquête, jusqu'à lui faire oublier l'existence même de Grégory, pour qui il a consacré plus de 2 ans de sa carrière. L'enquête doit donc, une nouvelle fois, repartir de zéro.
Dans les notes inscrites dans son carnet, le juge Simon évoquait son dévouement total pour l'affaire, pour cet enfant pour qui il s'était pris d'affection, et s'était fait un devoir de le réhabiliter. Est-ce que vous serez sûr à ce moment-là d'avoir découvert la vérité? Je le souhaite vivement. Je dois quelque chose à quelqu'un. Oui. Au petit. Il évoque à de maintes reprises le nom de Michel Villemain, et pour lui, il ne fait aucun doute de la culpabilité de Bernard Laroche, comme il l'écrit en juillet 1988. Il paraît certain que Bernard Laroche a bien enlevé le petit Grégory. Il me reste à trouver qui a tué ce superbe enfant. Ces notes évoquent également comme piste à suivre les époux Jacob, comme il écrit en février 1989, et sur lesquels nous aurons encore des choses à dire, mais plus tard. L'année 1993 marque les jugements respectifs de Christine et Jean-Marie Villemain. Le premier suite à l'instruction rendue par le juge Lambert, l'inculpant d'assassinat envers son fils, le second pour le meurtre de Bernard Laroche. C'est sans grande surprise que le 3 février, la chambre d'accusation et la cour d'appel de Dijon rendent leur décision en faveur de Christine Villemain. En d'autres termes, aucune charge, et je dis bien aucune, ne seront retenues contre la jeune femme. Il s'agit donc d'un non-lieu total pour Christine Villemain, ce qui est une première dans l'histoire de notre pays. Habituellement, il faut savoir qu'un non-lieu est rendu pour insuffisance de charge, tandis qu'ici, c'est tout simplement pour absence de charge. Cela signifie qu'après des années de lynchage, harcèlement et autres menaces, Christine Villemain est enfin réhabilitée aux yeux de tous. Le 3 novembre débute quant à lui le procès de Jean-Marie, qui avait été remis en liberté conditionnelle le 24 décembre 1987. C'est un moment important car, officieusement, il s'agit également de juger Bernard Laroche pour le meurtre de Grégory, ce qui accordera, ou non, des circonstances atténuantes à l'égard de Jean-Marie. C'est ainsi que la plupart des protagonistes originels de l'affaire, y compris le juge Lambert, sont de retour au tribunal de Dijon. Un événement fortement attendu car tout le monde y attend un rebondissement, dans cette affaire qui a débuté il y a déjà 9 ans de cela. Dans le box des accusés, Jean-Marie commence par un récit des derniers instants qu'il a vécu avec son fils. Et, effondré, il raconte qu'au moment où il a serré le cadavre de son fils dans ses bras, il a fait le serment de tuer l'assassin. Au cours du procès, Jean-Marie dit regretter ses actes, mais en aucun cas il ne s'excuse auprès de la famille Laroche, car il reste convaincu de la culpabilité de Bernard dans la mort de son enfant. S'il regrette, c'est parce qu'à cause de son geste, peut-être, et je dis bien peut-être, que la vérité a été emportée à tout jamais dans la tombe avec Bernard. Tout le monde attend alors une révélation de la part de Muriel Boll, venue assister au procès en tant que témoin, docilement encadré par les membres de sa famille, et, alors qu'on pensait à en tirer quelque chose, rien ne sortira de sa bouche. Le juge Lambert, quant à lui, a dû donner des explications sur sa gestion du dossier d'instruction, considéré comme calamiteuse. Après s'être fait unanimement critiqué par le président de la cour d'assises ainsi que les différents avocats, partie civile comme défense, sa seule défense sera de dire « Je n'ai pas à me justifier ». Au cours du procès sont diffusés différents appels enregistrés du corbeau. Jean-Marie demande alors à son père qui pouvait être au courant d'autant de détails sur leur vie privée, ce à quoi il répond lui-même « Michel peut-être, après tout, il habite juste à côté, non ?» Les tensions sont à nouveau palpables au sein du clan Villemain, Jean-Marie étant persuadé que sa mère est au courant de quelque chose concernant la mort de son fils. Malheureusement, on n'en tirera rien de plus. Après 7 semaines de procès, Jean-Marie est condamné à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis, ce qui signifie qu'il sera libéré prochainement car la peine couvre la détention qu'il a déjà effectuée. Avant les délibérations, le président lui demande s'il a quelque chose à dire à Marie-Ange Laroche. Jean-Marie lui dit alors qu'il est persuadé qu'elle sait quelque chose. Jean-Marie est donc libéré le 30 décembre 1993 et, le 24 avril 1994, signera la dernière apparition publique du couple Villemain sur un plateau télévisé. Là, Christine et Jean-Marie racontent l'enfer qu'ils ont vécu et déclarent leur ferme intention de refaire leur vie, loin de la pression médiatique. Depuis, ils se sont installés en région parisienne, où ils vivent avec leurs 3 enfants, Julien, Emeline et Simon, dont le prénom n'est ni plus ni moins qu'un hommage au juge Simon, qui nous a quittés en 1994 à l'âge de 71 ans. Mais il n'en demeure pas moins concerné par la résolution de l'enquête. Le 25 novembre 1999, les Villemain demandent une réouverture du dossier afin de procéder à des expertises ADN.
en essayant d'exploiter le timbre utilisé pour la lettre du corbeau. Malheureusement, comme on ne conservait pas de la même manière les pièces à conviction qu'on le fait aujourd'hui, les données sont inutilisables. Mais l'espoir renaît, grâce au progrès de la science et de la technologie. En 2002, l'État français est condamné à verser 30 489 € de dommages et intérêts à Marie-Ange Laroche, 15 244 € à Muriel Boll et, en 2004, 70 000 € au Villemain. L'année 2017 marque quant à elle de nombreux rebondissements dans l'affaire. Premièrement, le 12 juillet, Jean-Michel Lambert, premier juge d'instruction dans l'affaire Grégory, est retrouvé mort dans son domicile du Mans. Il s'est donné la mort le même jour où la presse télévisée diffusait des notes tenues dans le carnet du juge Simon, lesquelles disaient « On reste confondu devant les carences, les irrégularités, les fautes, les dissimulations de preuves, ou le désordre intellectuel et peut-être simplement matériel du juge Lambert. Je suis en présence de l'erreur judiciaire dans toute son horreur, celle qui peut conduire un innocent ou une innocente à la plus épouvantable condamnation. L'erreur judiciaire, cela existe, je le sais maintenant. » Pour beaucoup, le suicide du juge Lambert fait donc suite à ces nouvelles déclarations, qui ont terminé d'enfoncer le clou pour celui considéré, depuis le début, comme le bouc émissaire dans l'échec de cette enquête. Mais ce n'est pas tout. L'année 2017 marque la mise en examen de 3 personnes dans l'affaire Grégory. Il s'agit de Muriel Boll et des époux Jacob, de leurs prénoms Jacqueline et Marcel. Alors qui sont-ils exactement ? C'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai fait que les évoquer et qu'ils n'ont jamais pris une part importante dans l'enquête. Enfin, jusqu'à maintenant en tout cas. Il s'agit ni plus ni moins que la grande-tante et le grand-oncle de Grégory, Marcel étant le frère de Monique Villemain, la grand-mère de Grégory, dont on a plusieurs fois parlé. Mais pourquoi sont-ils soudainement tous 3 mis en examen ? Pour Muriel Boll, elle fait suite à la mise en examen du couple Jacob et à un témoignage de la part de son cousin qui affirme le 17 juin avoir vu Muriel subir des coups le 5 novembre 1984, concordant donc avec les théories initialement envisagées où la jeune fille de 15 ans se serait faite corriger par sa famille après avoir dénoncé son beau-frère, Bernard Laroche, afin de la pousser à modifier son témoignage. Muriel Boll est donc mise en examen pour enlèvement suivi de mort, pour sa complicité dans le meurtre de Grégory. Concernant les époux Jacob, leur mise en examen est prononcée le 16 juin. Elle fait suite à de nombreux éléments mis en exergue par le dossier d'enquête. Pour commencer, on eut déjà entendu Marcel Jacob nommer Jean-Marie Villemain par son sobriquet « le chef » au cours d'une altercation en 1982, et pour rappel, le surnom du chef était couramment employé par le Corbeau pour désigner le père de Grégory. Enfin, il est temps que je vous présente Anacrim. Il s'agit d'un logiciel employé par la gendarmerie pour l'analyse criminelle. Son but, mettre en évidence les incohérences dans l'emploi du temps d'un témoin ou d'un mis en cause, des contradictions entre certains témoignages et les observations faites par les enquêteurs. Les analystes criminels ont ainsi minutieusement retranscrit tous les éléments constatés par les enquêteurs sur le terrain ou les détails figurant dans une audition. On va donc s'en servir pour éplucher chaque pièce du dossier de l'affaire Grégory, qui se compte désormais en milliers, et va conclure en l'hypothèse initialement retenue par feu le juge Simon, il y a bien plusieurs coupables dans cette affaire. En regroupant les différentes pièces du puzzle entre elles, Anacrim va faire ressortir divers éléments à l'encontre des Jacob. Le logiciel va tout d'abord faire ressortir avec certitude qu'il n'y a non pas un, mais 2 corbeaux dans cette affaire. Petite parenthèse, les Villemain étaient persuadés depuis des années qu'il n'y avait non pas un, mais 2 corbeaux. Plus précisément, un homme et une femme. Ma femme l'a eu au bout du fil. Les pompes funèbres, tout. Le garage, les médecins, tout. C'est toujours été une femme qui dérangeait. Et lui appelait après. Tout fier de lui, quoi, en disant oui, t'as eu une surprise, t'as eu le docteur, ou t'as eu ci, t'as eu ça. Donc c'était bien de mèche. Par ailleurs, dans un des appels passés et enregistrés du Corbeau à l'encontre d'Albert Villemain, on peut distinguer en fond 13 bruits de pas répétés, comme si l'on montait un escalier avec 13 marches. Et qui possède un escalier avec 13 marches chez soi ? Je vous le donne en 1000, les Jacob. La fille unique des Jacob, Valérie, se souvient par ailleurs de la paire de jumelles de son père, qu'il gardait sur la table du salon, et avec laquelle il avait l'habitude de zioter depuis la fenêtre. A noter que la maison des Jacob se trouve à 800 mètres au-dessus de celle des grands-parents de Grégory, et, si vous vous souvenez bien, le Corbeau passait souvent des coups de fil à Albert et Monique Villemain, comme cette fois où il les avait appelés juste après avoir fait venir les pompes funèbres à leur domicile en guise de farce. Comme si le Corbeau guettait leur maison. Avec des jumelles peut-être ? En parlant de coups de fil,
On notera chez les Jacob des factures de téléphone bien plus élevées au moment où sévissait le corbeau. Cela commence à faire pas mal de coïncidences. Mais ce n'est pas tout. De nouvelles analyses en écriture sur des courriers de 1983 du corbeau présenteraient, je cite, de nombreuses similitudes et surtout aucune différence significative dans leurs caractéristiques graphiques avec celle de la main de Madame Jacqueline Thuriot, épouse Jacob. Enfin, quelques temps séparés, le couple Jacob s'est finalement reconstruit, mais non sans une réplique prononcée par Jacqueline, pourtant connue comme étant une femme autoritaire et dominante à l'égard de son mari. « Je n'ai pas le choix, il me tient. » À croire que quelque chose, un secret, semble lier les Jacob à la vie, à la mort. Les Jacob sont donc mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort. Mais nouveau coup de théâtre. Les 3 mises en examen sont annulées pour vice de procédure. En effet, la nouvelle juge en charge de l'instruction, Claire Barbier, n'était pas habilitée à procéder seule à des mises en examen. La chambre d'instruction doit être en mesure d'apprécier les charges ou indices graves ou concordants avant qu'un magistrat délégué puisse envisager la mise en examen. Par là même, Muriel Boll a été placée en examen sans que la chambre de l'instruction n'ait été préalablement saisie, ce qui, encore une fois, fait repartir l'affaire là où on l'avait laissée. Sans piste. Aujourd'hui, cela fait 37 ans que l'affaire Grégory a vu le jour. 37 ans qu'elle n'a toujours pas trouvé de coupable. Ainsi s'achève cette incroyable histoire qui, espérons-le, un jour arrivera à son terme. Malgré tout, l'affaire Grégory demeure encore et toujours un cas unique dans l'histoire judiciaire, où la violation de l'instruction en dispute à l'atteinte à la vie privée et au parti pris de la presse, où la rivalité entre gendarmerie et police atteint son paroxysme, et les négligences côtoient l'incompétence. Quoi qu'il en soit, cette affaire, aussi tragique soit-elle, a fortement bouleversé l'opinion publique et le paysage médiatique, ne serait-ce que dans la présomption d'innocence. Et qui sait, peut-être qu'un jour arriverons-nous à avoir le fin mot de cette enquête, à avoir un 5e épisode, et arriverons-nous à mettre un nom, un visage, sur le ou les responsables de ce drame. Mais au final, n'est-ce pas tout le mystère qui plane depuis maintenant plus de 3 décennies qui rend cette affaire si trépidante ? En tout cas, il ne faut jamais oublier que derrière ce récit feuilletonesque se trouve l'enlèvement et surtout la mort d'un enfant de 4 ans, injustement sacrifié sur l'autel de la jalousie. Ainsi donc s'achève cette série sur le plus grand fait divers français. Je vous remercie tous sincèrement d'avoir suivi avec moi cette aventure et vous invite, si vous en plu, à partager ces épisodes et surtout à vous abonner à Maître Corbeau. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur Spotify, SoundCloud et YouTube, et qui sait, peut-être allons-nous nous retrouver très vite ? Après tout, il y a encore plein d'histoires à raconter, des affaires énigmatiques, bouleversantes, auxquelles nous pouvons toujours nous efforcer à percer les secrets. Alors je vous dis tout simplement, à bientôt, peut-être ? Ça va être une affaire qui va encore avoir un rebondissement ou une affaire qui va se terminer comme ça, va être bouclée, ficelée, comme on dit? Je pense pas qu'elle se termine sans rebondissement. Ah bon? Il va se passer des choses dans l'affaire. C'est probable. Oui. Des choses qui vont surprendre. Peut-être, oui.